Deep Dive S3. Merci d'accueillir sur scène Nicolas Guillaume. Bonjour. Alors, c'est une session Deep Dive S3, donc on va parler de S3. Donc je m'appelle Nicolas Guillaume, je suis un ingénieur pour S3 à Seattle depuis 4 ans. Et donc, je travaille sur S3 et en particulier, je travaille sur les features qui sont reliées à Lifecycle. Alors, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. C'est une présentation assez technique, donc il va y avoir quelques slides qui seront assez techniques, donc ça parlera plus aux ingénieurs qu'à des gens qui sont plutôt commerciaux. On va parler au début de quelque chose d'assez général, on va parler des promesses et de nos offres. Ensuite, on parlera de la façon dont vous pouvez essayer de comprendre votre stockage dans le cloud. Comprendre le stockage dans le cloud, c'est important, on le verra plus tard pourquoi. Ensuite, on va vous expliquer comment gérer votre stockage dans le cloud grâce au feature Lifecycle qui vous aide donc à gérer automatiquement votre stockage dans le cloud et à réduire vos coûts. Ensuite, on va parler de quelques bonnes pratiques et des optimisations pour vos applications afin de tirer plus de capacité d'S3. Et enfin, on parlera de la gestion des données et la migration vers le cloud pour vous aider à bouger vos données dans le cloud. Alors d'abord, S3, ça fait 10 ans que ça existe. C'est le premier service qui a été lancé par Amazon au tout début avec EC2. Et ça fait 10 ans que ça existe, donc on a une très bonne expérience opérationnelle. Et c'est un service très robuste qui a beaucoup d'adoption. La plupart des utilisateurs de WS aujourd'hui utilisent S3, que ce soit pour directement ou indirectement via d'autres services. Alors, l'infrastructure d'AWS, vous la connaissez peut-être déjà, vous en avez entendu parler pendant la keynote, mais en gros, aujourd'hui, on a 12 régions. Chaque région, c'est un set de plusieurs bâtiments avec au moins 2 zones de disponibilité. Les S3 garantissent 3 bâtiments dans au moins 2 zones de disponibilité. On a de nouvelles régions qui arrivent tout le temps et donc on est à l'écoute de nos utilisateurs et on ajoute des régions au fur et à mesure des besoins. Alors, les zones de disponibilité, c'est comme je disais, il y en a au moins 2 par région. Généralement, il y en a 3. Et S3, donc 3 bâtiments garantis. Donc, ça protège vos données contre des catastrophes naturelles en particulier. Les zones de disponibilité aussi ont des arrivées électriques qui sont différentes et des connexions data qui sont différentes. Donc, si jamais on perd une zone de disponibilité, on a d'autres zones de disponibilité en backup. Alors, le stockage sur AWS, donc comme je disais tout à l'heure, on a commencé avec S3 et maintenant on a étendu nos offres. Donc S3 c'est un stockage d'objets, comme vous savez sûrement déjà. Et donc c'est des objets qui sont relativement chauds. Et ensuite on a Glacier qui a été lancé il y a quelques années et qui pour les objets qui sont très froids. Et on parlera plus tard des différentes classes de stockage que nous offrons. Récemment on a ajouté EFS qui est encore un service qui est en phase de bêta, qui devrait lancer prochainement. Et ensuite Amazon EBS qui est un block store. Donc chacun de ces services a une utilisation qui lui est propre et une fonctionnalité en particulier. S3 donc c'est du stockage d'objets et donc on stocke des fichiers et on y accède via une clé. Donc c'est très basique. On a un put qui nous permet de créer un objet, on a un get qui nous permet de récupérer un objet, on a un delete pour récupérer un objet, on a un list qui nous permet de lister les objets qu'on a dans S3. Donc c'est fait pour être simple, ça s'appelle Simple Store Service pour cette raison. Et ensuite on a toute une suite de transfert de données pour que vous puissiez amener vos données que vous avez sur vos dans vos serveurs dans le cloud. Et on parlera un peu plus tard des différentes options, en particulier la dernière addition de notre service qui est le transfert accéléré. Alors, nos promesses d'utilisateurs en standard. Donc ça, c'est le standard, c'est la classe de stockage S3, 3 classes de stockage qu'on va discuter aujourd'hui. En standard, c'est la première classe de stockage, celle avec laquelle S3 a été lancé initialement. Et donc, c'est une classe de stockage qui est durable avec 11 notes de durabilité. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, si vous avez 10 000 objets dans S3, statistiquement parlant, vous devriez en perdre un tous les 10 millions d'années.
Donc vous avez de très très faibles chances de perdre des objets si vous voulez stocker dans S3, c'est extrêmement durable. C'est un service qui est très disponible, comme je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on a lancé, donc on a beaucoup d'expérience avec la gestion des data centers et des serveurs, et donc on a une disponibilité qui est excellente. Ensuite, c'est un service qui est élastique, vous pouvez aller de quelques mégas à des exaoctets aujourd'hui. Donc des exaoctets, c'est des milliards de gigas, et vous pouvez avoir énormément d'objets, on n'a pas de limite sur le nombre d'objets que vous pouvez avoir dans une bucket. Et donc vous pouvez avoir aussi des milliards ou des milliards d'objets si vous en avez besoin. Et enfin, c'est sécurisé. On a des certifications comme SOC et PCI. Il y a une liste complète sur Internet que je vous invite à consulter si vous cherchez une certification en particulier qui vous intéresse. Alors un exemple de client qui utilise S3 aujourd'hui, qui a été mentionné par la keynote, mais je vais le réutiliser. C'est Philips qui avait donc un problème. Ils avaient beaucoup de données générées tous les mois, à peu près 1 pétaoctet, et ils devaient construire des infrastructures pour gérer cette quantité de données massive. Et donc, on a créé, ils ont utilisé S3, et ils ont pu commencer avec 15 pétaoctets, et donc aujourd'hui, ils ajoutent à peu près 1 pétaoctet par mois de données dans S3. Donc c'est important parce que S3, c'est un service en fait, sur lequel vous pouvez arriver avec des quantités de données qui sont énormes, et vous n'avez pas besoin de nous prévenir. Vous n'avez pas besoin de provisionner le stockage à l'avance. Vous arrivez juste, vous commencez à ajouter des données dans S3, et on s'occupe de tout. Donc c'est très facile pour l'utilisateur. Vous pouvez juste envoyer vos données dans S3 et c'est tout. Vous n'avez pas à vous suivre quoi que ce soit. Alors, il y a trois types d'usages pour S3. Donc ça répond aux besoins de nos utilisateurs. Donc le premier type d'usage, ça va être la synchronisation des fichiers et partage de données. Donc ça, c'est typiquement, vous avez pour prendre un exemple simple, vous avez une image que vous avez envie de partager avec un ami, vous la mettez dans S3, et cette image va être accédée plusieurs fois au début, spécialement vous venez de la partager. C'est un fichier qui va être consulté régulièrement. Et vous voulez qu'il soit donc disponible pour être envoyé à vos contacts rapidement, et vous voulez qu'il soit accessible rapidement. Ensuite, vous avez les sauvegardes et archives. Donc ça, ce sont des fichiers qui ont besoin d'être accessibles, mais vous n'allez pas forcément y accéder souvent. Donc typiquement, une sauvegarde que vous allez faire de votre base de données, vous en aurez peut-être besoin si vous avez une catastrophe dans votre data center, et donc vous avez besoin d'un plan de reprise d'activité, ou PRA, et donc à ce moment-là, vous pouvez récupérer vos données. Quand vous les mettez dans S3, c'est quand même avec l'idée que vous n'en aurez pas besoin potentiellement, mais si vous en avez besoin, vous les voulez immédiatement. Et ensuite, le troisième type de besoin qu'on a, c'est du stockage longue durée. Donc ça, c'est un petit peu particulier. C'est très utilisé dans le domaine financier, par exemple, où vous avez des historiques de transactions que vous devez conserver pendant des années potentiellement. Et avec des chances d'accès qui sont extrêmement faibles, à moins que vous ayez par exemple un audit financier, quelque chose de ce type-là, où vous allez avoir envie d'accéder aux données, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'urgence. Donc la donnée, elle n'a pas forcément besoin d'être très disponible. Alors, pour répondre à ces trois types de besoins, on a trois classes de stockage, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On a standard, qui est celle avec laquelle on a lancé S3. Donc c'est la classe de stockage la plus flexible, de loin. Elle a des données donc, qui sont disponibles, et c'est la plus coûteuse, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça. Donc les données qui sont disponibles, ça coûte 3 gigas par mois. On facture à la journée, donc si vous avez un fichier qui est stocké pendant 2 jours dans S3, on vous facture pour 2 jours. Donc à l'année, j'ai mis les prix à l'année à titre indicatif dans cette présentation pour donner une meilleure idée de ce que ça coûte. Donc si vous stockez des données en standard, ça vous coûte à peu près 368 $ par an pour stocker 1 teraoctet. Ensuite on a standard AE, donc ça c'est notre plus récente addition dans notre classe de stockage. Et donc ça c'est pour des données qui sont assez froides. Le coût de stockage est beaucoup moins élevé, donc c'est plus économique que standard. Et on divise
le coût par plus de 2, et on se retrouve donc à quelque chose qui est beaucoup moins cher. La différence, c'est que l'accès est plus cher. Donc si vous accédez à vos données plus d'une fois par mois, vous avez plutôt intérêt à utiliser standard. De manière générale, si vous avez relativement peu de stockage et que vous n'avez pas envie de trop réfléchir à l'utilisation de vos données, standard répondra à tous vos besoins et est quand même une solution très économique. Ensuite, on a Amazon Glacier qui est la solution de stockage la moins chère, avec des contraintes pour la récupération de données qui sont assez élevées, puisque ça coûte cher de récupérer les données dans Glacier. Et il faut attendre 4 heures avant que les données soient disponibles au téléchargement. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand vous créez vos applications. Alors, Infrequent Access, on a gardé à peu près les mêmes garanties qu'on a sur les mêmes promesses qu'on fait sur S3 standard. La principale différence, c'est la disponibilité qui passe de 99,9% à 99,9%. Donc c'est un peu moins disponible. C'est conçu pour être un peu moins disponible. Dans les faits, vous pouvez souvent réessayer la requête s'il y a une erreur, et la requête devrait être un succès. Donc vous pouvez avoir un taux d'erreur qui est un tout petit peu plus élevé, mais ça ne devrait pas affecter vos opérations. Vous pouvez juste réessayer. Ce qui est quelque chose qu'on recommande à nos utilisateurs de manière générale. Quand vous avez une erreur, réessayez la requête. On regarde le même niveau de performance, on garde les mêmes API. Donc si vous avez des objets qui sont stockés en standard aujourd'hui, les stocker dans Infrequent Access, ça ne change absolument rien à votre application. C'est juste pour vous, la différence sera juste au niveau du prix. L'architecture est différente derrière, donc ce sont des systèmes qui sont différents, donc on ne stocke pas les données de la même façon en standard et en Infrequent Access, mais du point de vue utilisateur, vous allez avoir une expérience qui est très similaire. Ok, donc parlons un petit peu de la compréhension de votre stockage. Donc ça c'est important, parce que quand vous avez des fichiers dans S3 et que vous avez donc ces 3 classes de données qui sont différentes, c'est important que vous puissiez comprendre votre stockage pour savoir quelle classe de stockage utiliser. Donc, il faut que vous arriviez à identifier l'utilisation la plus classique dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si vous avez le cas de l'image qui, qui a besoin d'être accessible fréquemment et rapidement, vous avez envie d'utiliser standard, etc. Donc, essayez de comprendre comment vos utilisateurs utilisent vos applications et voir un petit peu si vous pouvez déplacer des données qui sont dans standard, par exemple, vers Infrequent Access, parce que vous savez que c'est des données qui sont froides. Par exemple, pour prendre un exemple client, si on a une entreprise qui fait de la télé, ils vont avoir des reportages, des choses comme ça, qui seront très très populaires au début, et ils vont donc les vouloir dans standard, parce qu'ils vont les télécharger régulièrement et ils ont besoin qu'elles soient disponibles tout de suite. Et ensuite, plus le fichier devient de moins en moins populaire, ils vont les mouger dans Infrequent Access parce que c'est peu probable qu'ils seront accédés. Et ensuite, quand le fichier est vraiment pas populaire, que ça fait des années qu'il est plus utilisé, ils peuvent l'archiver dans le Glacier où la data restera pour des dizaines d'années potentiellement. Donc le but de tout ça, c'est de réduire vos coûts évidemment. Donc si vous savez quels sont les préfixes que vous lisez le plus et le plus souvent, gardez-les dans standard. Mais si vous savez quels sont les préfixes que vous ne lisez pas ou peu fréquemment, peut-être que c'est un bon candidat pour Infrequent Access. Et enfin, prenons en compte les performances, sachant que Glacier a un temps de récupération à 4 heures. C'est quelque chose auquel il faut vraiment penser quand vous construisez vos applications. La donnée n'est plus aussi disponible qu'elle l'était quand elle était dans Infrequent Access ou dans S3 standard. Donc pour faire cette analyse parfois pour pouvoir analyser vos logs, en gros, on va parler d'une solution assez simple, parce que parfois, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'utilisation de vos utilisateurs parce que vous n'avez pas forcément les outils qui vous permettent de le faire. Et donc, en combinant S3 et EMR, vous pouvez en fait analyser les logs S3 et donc comprendre comment vos applications sont utilisées. Donc ça, c'est un petit peu du cas par cas. Là, dans cet exemple, je vais donner un exemple générique qui marche un peu pour tout. C'est un petit peu l'exemple type du big data pour ceux qui en ont fait un petit peu. Ça vous parlera. Alors, premièrement, il faut que vous activiez les logs dans S3. Donc, S3 a une fonctionnalité qui vous permet en fait d'avoir tous les logs d'avoir tous les logs qui sont uploadés dans S3 automatiquement. Donc, vous pouvez avoir accès à tous les accès qui ont été faits sur votre bucket. Une fois que ces logs sont dans S3, vous pouvez créer un cluster AMR, implémenter du code qui répond à vos besoins. Donc par exemple, si vous cherchez à savoir quel est le dernier accès sur un fichier,
vous pouvez simplement avoir un cluster EMR qui va lire vos logs et garder l'heure du dernier accès sur tous les fichiers que vous avez dans vos logs. Vous mettez ce code sur EMR, vous l'exécutez. À ce moment-là, avec EMR, vous utilisez S3 comme solution de stockage via EMRFS, dont on va parler tout à l'heure, et vous persistez les résultats intermédiaires dans S3. C'est important de persister les résultats intermédiaires dans S3 parce que comme ça, vous avez plus de flexibilité. Vous pouvez ajouter et retirer des nodes de vos clusters sans avoir à vous soucier des pertes de données. Ensuite, vous persistez le résultat final dans S3. Une fois que le résultat final est dans S3, vous pouvez simplement le transférer dans une base de données ou dans une application de type Excel pour que vous puissiez en fait représenter les données d'une manière visuelle, pour que vous puissiez les consulter en graphe par exemple. Alors EMRFS, c'est une solution qui est fournie donc par l'équipe de EMR et qui vous aide en fait à utiliser le Spark ou Hadoop avec S3. Donc c'est une implémentation de HDFS. Vous gardez toutes les features dont S3 fait partie, et puis ensuite ils ajoutent une suite de fonctionnalités au-dessus de S3. Alors, maintenant, si vous avez bonne compréhension des données que vous avez dans S3, c'est important de gérer le cycle de vie des données. Et donc ça, c'est les fonctionnalités qu'on propose pour faire de l'automatisation. Donc ça, c'est important parce que vous avez des fichiers qui vont être, comme on a dit, chauds au début et qui ensuite qui se refroidissent avec le temps. Et donc vous voulez en fait automatiser ce transfert de fichiers chauds à fichiers froids et donc avoir des classes de stockage qui sont adéquates. Donc c'est la gestion des coûts. Donc on a deux actions qui sont possibles sur les policies. On peut faire des transitions, donc c'est passer d'une classe de stockage à l'autre, donc de standard à standard IA, ou de standard IA à Glacier, ou de standard à Glacier directement. Et ensuite on a expiration, c'est ce qu'on appelle en gros c'est la suppression des objets, pour que vous puissiez supprimer un objet quand vous n'en avez plus besoin. Les policies nous permettent de combiner plusieurs actions. On peut avoir deux transitions, une expiration toute seule, ou une transition, une expiration. On essaie de faire quelque chose qui est le plus flexible possible pour vous. Ensuite, on a différentes policies pour différents préfixes. Vous n'avez pas besoin d'avoir une seule policy par bucket. Vous pouvez avoir plusieurs policies avec différentes subsections de votre bucket, en gros, qui peuvent avoir des caractéristiques différentes. Si vous avez un bucket qui a des logs par exemple et des images, vous n'allez pas traiter les logs et les images de la même façon. Donc vous pouvez avoir une policy pour les logs et une policy pour les images. Ok, donc stockage dans standard IA, donc c'est important de noter que vous pouvez uploader directement dans standard IA, vous n'avez pas besoin de passer par Lifecycle, donc si vous avez des fichiers que vous savez sont froids dès le début, vous pouvez les créer directement dans standard IA. Après, une fois qu'ils sont si vous avez uploadé en standard, vous pouvez donc utiliser Lifecycle pour les transitionner. Alors, notre API, j'utilise l'API XML dans cette présentation, mais vous pouvez aussi le faire via la console. Donc dans cet exemple, on a une transition à 30 jours, où après 30 jours, on va déplacer les données dans standard IA. Donc vous avez les fichiers qui restent pendant un mois dans standard, quand vous allez les utiliser, vous pensez qu'elles sont chaudes, et ensuite vous les déplacez en standard IA pour réduire vos coûts de stockage, sachant que les données seront moins utilisées. Ensuite, vous avez une transition à 365 jours, donc un an, dans Glacier. Donc ça, c'est quand vos données sont très froides et que vous ne pensez pas en avoir besoin. Et si vous en avez besoin, vous êtes OK avec l'idée d'attendre 4 heures avant de pouvoir récupérer ces données. Donc encore une fois, quand vous avez quelque chose comme ça, pensez au fait que votre application, elle va devoir prendre en compte des données qui étaient disponibles immédiatement, quand elles étaient dans standard et dans standard IA. Et bien après un an, les données seront toujours dans S3 et vous allez toujours voir la clé dans vos listes, mais elles seront en Glacier. Donc si vous téléchargez ces données, ce sera plus de la même, vous aurez plus la même disponibilité et vous devrez attendre 4 heures. Et en plus ça, il y a une action de restore qui est nécessaire pour demander ces données à Glacier. Donc c'est des choses à prendre en compte quand vous construisez vos applications. Alors, les buckets versionnés, c'est quelque chose qu'on encourage nos utilisateurs d'activer sur tous leurs buckets. Ça va vous protéger. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a des customers qui ont des buckets qui ne sont pas versionnés. Et s'ils se font, par exemple, pirater leurs clés, ou si ils ont un bug dans leur code, ils vont avoir des fichiers qui vont être supprimés et ils ne vont pas pouvoir les récupérer. Avec un bucket versionné,
vous pouvez récupérer ces fichiers. Et c'est très important parce que le fonctionnement de S3 en fait ne change pas. C'est que vous utilisez la même API encore une fois. Vous avez juste des versions qui seront cachées en fait et que vous pouvez récupérer en cas de besoin. Donc chaque fois que vous faites un envoi dans S3, c'est une nouvelle version. Donc il n'y a pas de, c'est pas quelque chose comme Git où vous avez une diff. On stocke un fichier qui est dupliqué. Donc si vous avez deux versions de fichiers qui sont complètement différentes, c'est pas un problème. Et si vous avez des fichiers binaires, etc., c'est pas un problème. Donc vous payez en fait par version. Quand vous uploadez une version de S3, si c'est une version de la première version est 1 Go, la deuxième version est 2 Go, vous payez pour 3 Go total de stockage. Et encore une fois, donc quand vous supprimez l'objet, en fait, vous ne le supprimez pas vraiment à ce moment-là. Vous le cachez quand c'est un bucket versionné. Alors, en combinant les deux, avec les buckets versionnés et les lifecycle policy, on arrive à deux fonctionnalités qui sont assez classiques. C'est la corbeille, en gros, la corbeille de Windows. Et donc, quand vous supprimez un objet, au lieu de se retrouver au lieu de supprimer définitivement, il va dans la corbeille, en gros. Donc, ça veut dire que le fichier est caché, vous ne le voyez plus dans vos listes, mais il est toujours dans S3. Donc, vous pouvez le récupérer si vous avez besoin. Après un certain temps, vous n'avez pas forcément envie de garder vos fichiers dans la corbeille pour l'éternité, donc vous allez avoir envie de les supprimer. Et donc, vous pouvez faire de la suppression automatique avec Lifecycle. Donc, on va voir comment utiliser ça. Donc la suppression des fichiers se fait via un delete marker, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la notion de cacher les fichiers. En gros, quand vous supprimez un fichier, on place devant vos fichiers qui sont, par exemple si vous avez une version 1, une version 2, quand vous supprimez un fichier, on place un troisième fichier qui est ce qu'on appelle un delete marker qui va cacher en fait les deux autres versions. Donc maintenant vous avez en fait trois fichiers logiques dans votre bucket qui sera la version 1, la version 2 et le delete marker. Donc ces delete markers sont gratuits, on ne facture pas le stockage qui est des delete markers. Donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Mais ça peut potentiellement impacter les performances de liste parce que comme je viens de dire, comme c'est un fichier, quand vous faites une liste sur S3, en fait il faut qu'on parcourt ces delete markers pour vous donner votre liste. Donc ça peut être un problème si vous avez beaucoup de delete markers qui restent dans vos buckets parce que du coup il va falloir que nos serveurs en fait ils passent sur tous les delete markers et qu'ils les ignorent. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir supprimer vos fichiers automatiquement. On va voir ça tout de suite. Alors, donc dans cet exemple, on a une expiration en 60 jours, donc ça veut dire qu'on a un fichier qui ne nous intéresse plus après 2 mois, et donc on veut le supprimer. Donc si on avait un bucket qui n'était pas versionné, cette suppression serait irréversible. Une fois que vous avez supprimé votre fichier après 60 jours, ben vous n'avez plus de fichier. Dans ce cas-là, on a un bucket versionné, et donc on fait une expiration à 60 jours, sauf que cette fois-ci, S3, au lieu de désupprimer le fichier, va cacher ce fichier. Donc maintenant, le fichier est invisible, et donc du point de vue de votre application, il n'y a pas de différence avec une suppression définitive et une suppression sur un bucket versionné. Par contre, vous pouvez restaurer ce fichier en cas de besoin, et donc vous êtes toujours facturé pour ce stockage, donc vous ne voulez pas le garder pour tout le temps. Donc, on a quelque chose qu'on appelle Non-Conversion Expiration, qui en gros est notre nom pour des fichiers qui sont cachés pendant plus d'une période donnée. Donc dans ce cas-là, on dit 30 jours. Donc dans ce cas-là, en fait, pour un fichier qui va rester, qui a été caché pour 30 jours, on va le supprimer. Donc en tout, dans cet exemple, vous conservez vos fichiers pendant 90 jours. Donc c'est la période pendant laquelle vous serez facturé pour votre stockage. Alors, comme on parlait tout à l'heure des delete markers qui vont polluer vos buckets, on a une solution pour ça. C'est que quand les delete markers ne sont plus utiles, donc dans ce cas-là, quand vous faites une non-conversion expiration à 30 jours, après 30 jours, quand le delete marker sera toujours présent, on va supprimer ces delete markers automatiquement pour vous. Si vous utilisez l'expiration des delete markers, donc expired object delete marker. Donc c'est très facile à utiliser. Juste mettez-le en place, c'est une bonne pratique à avoir. Mettez-le par défaut sur vos lifecycle policy, il n'y a pas d'impact négatif. Et ça ne peut qu'améliorer vos performances. Alors, une fois que vous avez un bucket donc, qui est versionné, vous pouvez séparer les permissions. Donc vous avez deux permissions. Vous avez une permission pour le delete, donc sur un bucket qui n'est pas versionné,
Le delete en fait est un delete final. Sur un bucket qui est versionné, c'est un delete non final. Donc vous pouvez donner cette permission à vos utilisateurs et ne pas vous soucier des erreurs qu'ils peuvent faire. Donc si vous avez, ou d'un piratage. Donc si jamais quelqu'un pirate votre clé et qu'ils font des deletes, ils vont pouvoir effectivement juste placer des delete markers, ce qui est en fait inoffensif qui est inoffensif, et évidemment votre application ne marchera plus, mais vous pouvez récupérer les données. Et donc ensuite, il y a une autre permission qui s'appelle delete version, qui effectivement donne l'accès à la suppression du fichier de façon finale. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser MFA, donc c'est Multi-Factor Authentication. Donc ceci demande à l'application d'être un bucket versionné. Vous ne pouvez pas utiliser MFA sur un bucket non versionné. Et vous devez utiliser le header MFA. On a des appareils en fait que vous pouvez acheter qui sont des token generators que vous avez peut-être utilisé pour connecter à des VPN ou des choses comme ça, qui vous donnent en fait un code unique que vous pouvez associer à votre requête pour supprimer le fichier. Sans ce code unique, la suppression du fichier ne marchera pas. Ok, donc parlons de quelques optimisations pour S3. Donc S3 c'est un système qui n'est pas magique, donc on a une architecture derrière. Et donc je vais essayer un petit peu de vous expliquer les choses que vous pouvez faire pour essayer d'améliorer vos performances et de tirer parti de S3 le plus possible. Donc le multipart upload, donc c'est une méthode en fait qui vous permet d'uploader un fichier dans S3 en plusieurs parties. Donc dans notre exemple, ici on a un objet original qui peut être d'une taille, disons 1 giga ou quelque chose comme ça. Et on va le diviser en plusieurs parties. Okay, donc dans cet exemple-là, on le divise en 12 parties. Et donc chaque partie fait à peu près 80 mégas ou quelque chose comme ça. Et donc vous avez chaque partie que vous allez pouvoir uploader individuellement dans S3. Donc ça c'est très utile parce que maintenant au lieu d'avoir un seul upload de 1 giga qui va prendre une certaine période de temps, si vous avez une erreur réseau à 900 mégas, vous devez re-uploader les 900 mégas. Vous pouvez faire donc ces 12 uploads de part individuelle, ou si vous avez une erreur, vous pouvez en fait ne réessayer que cette part. Donc c'est pratique pour vos applications. Vous pouvez aussi paralléliser, donc quand vous avez de la parallélisation, vous pouvez uploader vos fichiers beaucoup plus rapidement parce qu'au lieu d'avoir une seule connexion, potentiellement dans ce cas-là vous en avez 12. Donc vous pouvez maximiser votre connexion internet et donc avoir un temps d'upload qui sera réduit comparé à un upload d'une seule part. Alors choisissez la taille de vos parts judicieusement. Si vous avez des fichiers qui sont tout petits, de manière générale on dit moins de 5 mégas, c'est pas vraiment utile. Donc à moins de 5 mégas, on ne recommande pas spécialement l'utilisation du multipart. Certaines applications le font par défaut, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on recommande. La taille de part minimum est à 5 mégas, donc si vous avez un fichier de moins de 5 mégas, ben, ça sera un fichier d'une part. Donc vous pouvez faire plusieurs tailles de parts. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Une bonne taille de part pour moi personnellement, ce que je recommanderais, c'est quelque chose qui est entre 50 et 100 mégas, ça me paraît assez raisonnable. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a un coût en fait à chaque part, parce que vous devez créer la logique pour créer cette part dans votre application, et ensuite vous devez faire une requête à S3, ce qui a un coût aussi pour vous. Donc plus vous avez de parts, en fait, plus ce coût par part est augmenté, donc c'est quelque chose à prendre en compte parce que vous devez faire plus de requêtes contre S3. Donc choisissez votre taille de part judicieusement. Des parts trop grosses, évidemment, ça vous impacte négativement parce que maintenant, si vous avez des connexions qui sont instables, vous allez peut-être devoir réessayer ces parts et ça vous coûtera plus cher par part de faire un réessai. Donc c'est des choses à prendre en compte. Ok, exploration des parts randonnées. Donc on a S3 en fait, quand vous créez un multipart upload, on crée des données qui sont invisibles dans vos listes. Donc vous pouvez lister les parts, mais c'est pas quelque chose que les gens font généralement. Donc on a ce multipart qui est créé. Donc tant que l'objet n'est pas finalisé, on stocke la donnée, mais on la rend pas disponible dans la liste. Donc ça c'est important parce que du coup, on a des utilisateurs qui ne sont pas forcément conscients de ça et qui vont créer des objets via le multipart upload et qui seront pas forcément au courant du fait qu'en fait ils sont facturés pour du stockage. Donc ça c'est particulièrement vrai quand vous avez des applications tierces qui font votre multipart upload par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
si vous faites du multipart, assurez-vous en fait d'avoir un moyen de le gérer efficacement. Donc récemment, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité en fait pour vous aider à gérer ces multiparts qui sont abandonnés et qui causent des erreurs potentiellement. Quand le multipart en fait reste actif pendant plus de 7 jours, dans ce cas-là, on va le supprimer automatiquement. Donc si vous avez un multipart qui est resté dans votre bucket pendant 7 jours, on supprimera le multipart et toutes les parts qui y sont associées. Donc dans le pire des cas, à ce moment-là, si vous avez quelque chose où le multipart rencontre une erreur, au bout de 7 jours, vous ne serez plus facturé pour ce stockage. Donc c'est un petit peu comme les buckets d'argent, c'est quelque chose qu'on recommande par défaut. Il n'y a pas vraiment de cas où vous allez vouloir conserver vos parts dans un multipart upload pendant plus de 7 jours. Donc c'est quelque chose qu'on recommande de mettre sur vos buckets. Pareil, ça vous coûte vraiment rien. Et ça devrait vous faire des économies si vous avez vos applications qui créent des parts qui ne sont pas nettoyées correctement. Similaire au multipart upload, vous pouvez paralléliser vos downloads. On a une fonctionnalité qui s'appelle range get. En gros, ça vous permet de télécharger quelque chose sur une bande de données qui est spécifique. Donc, par exemple, si vous avez un fichier de 10 mégas, vous pouvez télécharger le premier méga, puis le deuxième méga, puis le troisième méga, jusqu'au 10e méga, et chaque fois, c'est une requête différente. Donc, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a sur le multipart upload tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des get partiels, et donc, si vous avez une erreur pendant votre get, vous n'avez pas besoin de recommencer tout le get, vous pouvez juste recommencer la part que vous avez ratée. Ouais. Et aussi, forcément, puisque vous avez plusieurs gets à la fois, vous avez une meilleure performance. Donc, si vous pouvez utiliser votre connexion, encore une fois, au maximum de ses capacités. Alors, l'utilisation d'index secondaires, ça c'est un petit peu plus avancé. Mais on recommande à nos utilisateurs qui en fait ont des besoins qui sont au-delà de la liste de penser à un index secondaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que S3 est donc un index, on a une liste, mais c'est un index qui est lexicographical. Donc ça veut dire qu'en gros, on trie vos clés dans l'ordre dans lequel elles sont, c'est-à-dire A devant B, B devant C, etc. Donc c'est au niveau de chaque octet, on fait ce tri-là. Donc c'est pas par caractère, c'est par octet. Donc c'est aussi à prendre en compte si vous utilisez quelque chose dans le genre UTF-8 qui va vous donner en fait une représentation en octet qui est différente de la représentation en caractère. Donc utiliser des index secondaires, c'est très pratique pour pouvoir faire des requêtes. Donc si vous avez un index secondaire, vous pouvez effectivement faire une requête pour faire des recherches comme vous le ferez dans une base de données pour des choses qui sont par exemple les métadonnées associées à votre objet. Donc si c'est une image, quel est le type d'image, ou qu'est-ce qu'il y a dans l'image, ou ce genre d'informations que vous pouvez stocker dans S3, mais qui sont relativement difficiles à récupérer. Alors que si vous avez un index secondaire, vous pouvez vraiment faire votre requête SQL ou autre, et accéder en fait à votre objet. Alors, le SSL, donc c'est quelque chose, c'est encore une recommandation qu'on fait à nos utilisateurs, utiliser SSL par défaut. Aujourd'hui, SSL ça coûte beaucoup moins cher que ça coûtait à l'époque. En particulier parce qu'on a le SDK aujourd'hui d'Amazon qui en fait essaye d'optimiser le SSL. On utilise les instructions hardware qui sont sur le device. Donc si vous utilisez l'instance EC2, assurez-vous quelle est l'accélération matérielle si vous allez faire du SSL. Donc c'est AES-NI et vous pouvez regarder ça en faisant un cadre du proc CPU Info sur vos instances EC2. Prenez aussi en compte le fait que trop de threads peut avoir un impact négatif sur vos performances en utilisant SSL, et donc soyez conscient des limites de votre réseau. Dernière chose, quand vous utilisez SSL, ça c'est spécialement utile si vous avez des petits objets, donc des gros objets ça ne changera pas grand chose. Si vous faites des uploads de 1 giga, ça ne fera pas une grosse différence. Si vous faites des uploads de disons 10 kg ou 1 kg ou moins, ça fera une énorme différence. C'est le SSL handshake. Donc ça veut dire qu'au début de votre connexion SSL, à chaque fois que vous établissez une connexion avec S3, il y a une procédure qui se fait pour établir la connexion SSL, et ça c'est un coût qui est non négligeable. Donc on recommande que vous utilisiez la même connexion plusieurs fois. Donc faites une collection de connexions et réutilisez ces connexions pour faire plusieurs uploads. Donc encore une fois, si vous faites des petits objets, vous pouvez faire plusieurs dizaines d'uploads sur la même connexion, ce qui est très pratique et qui réduira vos coûts CPU de manière significative.
Ok, donc ça c'est la distribution de vos clés. C'est quelque chose qui est important. Si vous allez avoir un grand nombre de requêtes par seconde, ou TPS, Transaction per Second, contre S3. On considère qu'à partir de 100 requêtes par seconde, c'est quelque chose auquel vous devriez commencer à penser. Idéalement, pensez-y avant d'arriver à 100 requêtes par seconde, pour éviter les problèmes de votre côté et pour éviter les problèmes où vous rencontrez en fait à un moment donné nos partitions, donc je vais expliquer en une seconde, ne peuvent pas forcément prendre plusieurs milliers de requêtes par seconde, donc c'est quelque chose auquel vous devez penser avant d'arriver à plusieurs milliers de requêtes par seconde. Alors, quand vous créez une clé, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont triées. Donc dans ce cas-là, on a un tri donc notre utilisateur utilise une date, donc année, mois et jour, et ensuite nombre de secondes et millisecondes. Et il utilise donc le jour ici va devenir un problème parce qu'on ajoute tout le temps les mêmes clés à la fin. Donc le fait que vous ajoutez en fait les clés à la fin de votre index va nous forcer en fait à placer toutes les clés dans la même partition. Donc dans ce cas-là, si vous faites clé 1, 2, 3, 4, et la clé numéro 5, elle ira aussi dans cette partition-là. Et donc les partitions que vous avez là, c'était pour les clés avant, donc si vous avez quelque chose qui marche avec une date par exemple, les premières partitions vont prendre ce trafic, et une fois que vous avez de nouvelles clés, on les met dans la partition de droite. Et donc ça c'est un problème pour nous parce qu'on peut moins efficacement gérer votre charge. Donc quand la partition ici est très stressée, c'est plus difficile pour nous en fait de répartir votre charge sur plus de serveurs. Donc plus vous mettez de stress sur une seule partition, plus c'est difficile pour nous de faire cette répartition de charge, et donc plus ça vous impacte. Alors ce qu'on recommande de faire, c'est d'introduire un préfixe aléatoire. Donc c'est quelque chose auquel il faut réfléchir un petit peu, parce que comme S3 gère beaucoup de fonctions sur préfixe, ou qu'on appelle préfixe, ou pour vous ça peut peut-être plus parler si je dis répertoire, mais quand vous avez quelque chose des données dans S3, essayez d'avoir une valeur qui est aléatoire le plus tôt possible après votre préfixe. Donc, par exemple, si vous avez des logs, vous allez avoir votre bucket, vous allez avoir un /logs, et ensuite vous allez avoir quelque chose qui identifie votre log. Donc là, dans cet exemple-là, on a inversé les secondes et on les a mis au début. Donc maintenant, en fait, on obtient quelque chose qui est random au début, ou aléatoire. Et donc nos algorithmes en fait vont pouvoir répartir cette charge efficacement sur toutes les partitions. Donc si vous avez des clés qui sont accessibles aléatoirement et que vous avez 1 million, on peut les envoyer sur l'emplacement où la clé va être créée en fait et va être à différents endroits, donc on peut l'envoyer sur différentes partitions. Donc maintenant, on obtient quelque chose comme ça. Donc vous avez toujours vos clés 1, 2, 3, 4. Vous avez introduit au début quelque chose qui est random, donc là j'ai pris une lettre. Vous pouvez le faire sur une lettre, ça marche. Si vous voulez faire toutes les lettres de l'alphabet par exemple et vous en choisissez une au hasard, ça marche assez bien pour commencer, mais on recommande de faire plus de randomisation, donc avec des choses qui sont 2, 3, 4 caractères, c'est plus idéal. Et donc dans ce cas-là, la partition qui gère A en fait sur la partition de gauche et la partition qui gère Z sur la partition de droite, et puis ensuite on a 2 autres partitions au milieu. Mais si vous avez comme ça l'alphabet, en fait, on peut gérer la répartition de votre charge beaucoup plus efficacement. Donc quand vous arrivez à des choses qui sont dans les plusieurs milliers de requêtes par seconde, ou plusieurs dizaines de milliers de requêtes par seconde, c'est quelque chose dont vous allez absolument avoir besoin. Donc quelques techniques qui sont un petit peu recommandées ou suggérées pour gérer vos clés. Vous pouvez faire un hash de la clé. Donc ça c'est assez typique, vous hashez votre clé avec n'importe quelle solution de hash, plutôt quelque chose qui est assez long histoire que vous n'ayez pas de collision. Et vous stockez en fait dans le nom du fichier, vous stockez le nom du fichier dans les métadonnées de votre objet. Vous pouvez aussi combiner les deux, donc là on utilise les 4 premiers caractères de notre hash, et ensuite on met le fichier après. Ou vous pouvez inverser le nom, dans ce cas-là c'est pas forcément un bon exemple, mais bon je voulais garder le même exemple, vu que 3PM devient un préfixe commun, donc si vous avez beaucoup de fichiers son, ça ne marchera pas dans ce cas-là. Mais si vous avez quelque chose comme on a vu tout à l'heure avec des logs qui sont, des millisecondes, là on obtient une meilleure randomisation. Ok, donc prochaine bonne pratique, c'est le chiffrement des données. Donc vous en avez entendu parler pendant la keynote.
Chiffrer les données, c'est important. Et aujourd'hui, avec S3 et KMS, c'est facile. Donc KMS, c'est la gestion des clés par AWS. Ça utilise des HSM qui sont en fait des appareils en fait, qui permettent de protéger vos clés. Et donc les clés ne sortent jamais de KMS. Donc nous, à S3, quand on fait le chiffrement de vos données, on n'a pas accès à vos clés. Ce qui est important. Donc, comme ça, il y a une séparation des données et de la clé. Alors comment ça marche? Quand vous envoyez vos données à S3, on les prend, on obtient une clé depuis KMS, qui nous donne une clé donc, qui est dérivée de votre clé principale. On chiffre les données avec cette clé et on les stocke dans S3. Donc à ce moment-là, dans S3, qu'est-ce qu'on va stocker? On va stocker vos fichiers qui sont encryptés, chiffrés, pardon, et on va stocker la clé qui est aussi chiffrée. Donc, KMS nous donne une clé chiffrée. Quand on veut récupérer ces données, on utilise la clé de données chiffrée qu'on passe à KMS et il va nous permettre de déchiffrer les données via une requête KMS. Ok, donc quelques solutions d'ingestion de données. Alors, on a plusieurs solutions pour ingérer les données aujourd'hui dans S3. La plus récente qu'on a ajoutée, c'est S3 Transfer Acceleration. Donc ça marche en fait en utilisant une CloudFront. Donc si vous utilisez CloudFront, vous savez que c'est un Content Distribution Network, c'est CDN. Et donc en fait, CloudFront a plus de serveurs en fait que S3A. Et donc ils ont beaucoup plus d'emplacements où ils ont des serveurs. Donc ils en ont plusieurs en France par exemple, alors qu'on n'a pas de région S3 en France. Donc quand vous utilisez S3 Transfer Acceleration, vous parlez à CloudFront. Et ensuite CloudFront nous parle en fait au travers du réseau Amazon qui est plus rapide en fait ce que vous allez pouvoir avoir sur Internet dans la plupart des cas. Donc ça c'est très utile en fait si vous avez des données qui sont créées à plusieurs endroits autour de la planète et que vous voulez les centraliser en un seul endroit. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer vos données en Irlande, mais vous avez des clients qui créent de la donnée en Australie, en utilisant S3 Transfer Acceleration, vous allez avoir une augmentation de la vitesse de manière significative. On a des outils, si vous êtes intéressé, qui vous permettent d'estimer la vitesse quel est le niveau d'accélération que vous allez obtenir avec S3 Transfer Acceleration avant de l'utiliser. Ensuite, on a un autre exemple qui a été utilisé pendant la keynote un petit peu, et je vais en reparler parce que ça marche avec S3 et aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est très pratique pour certains utilisateurs, c'est Snowball. Donc si vous avez des données qui sont stockées dans votre data center aujourd'hui et vous voulez les envoyer dans S3 et que vous n'avez pas forcément la connexion, c'est quelque chose qui est assez commun. Si vous avez des dizaines de terras ou des pétaoctets à déplacer depuis votre data center à S3, votre connexion Internet, ça peut prendre parfois des semaines, des mois, ou voire des années de faire le transfert. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est possible. Donc avec Snowball, vous pouvez simplement recevoir en fait ces boîtes qui sont pleines de disques durs en gros, et vous pouvez tout écrire dedans, et ensuite vous envoyez ça par UPS, et Amazon les récupère, et on les met dans S3 pour vous. C'est chiffré, donc si jamais la boîte se fait voler ou qu'il y a quelque chose dans le transit qui essaye de le récupérer, ils n'ont pas accès aux données parce que la clé n'est pas présente sur le device. Donc voilà, en conclusion, pour récapituler, aujourd'hui Amazon a 3 classes de stockage pour 3 différents usages principaux. Réfléchissez à quelle est la classe de stockage qui répond le mieux à vos besoins. Vous pourriez sauver potentiellement des sommes d'argent qui sont assez importantes, surtout si vous avez beaucoup de stockage. Donc comprendre votre stockage est très important. Utilisez Big Data pour comprendre votre stockage. Aujourd'hui c'est relativement facile, vous pouvez combiner EMR et S3 pour arriver à d'analyse de données qui est rapide et facile à mettre en place. Ensuite, utilisez Lifecycle pour gérer votre stockage. Donc quand votre stockage est chaud, vous le laissez dans le standard et avec le temps, quand votre stockage devient froid, vous pouvez le déplacer dans des solutions de stockage qui sont moins chères. Ensuite, utilisez des buckets versionnés, encore une fois, c'est recommandé par défaut. Soyez conscient qu'il y a une augmentation du coût parce que vous allez vous retrouver à stocker des fichiers pendant plus longtemps, mais les bénéfices que vous pourrez en tirer sont énormes. On a beaucoup d'histoires de customers qui nous disent « Ah, notre clé s'est fait pirater, on a tout perdu ». Donc
C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, et donc utiliser les buckets versionnés, ça vous sauvera sûrement un jour, que ce soit contre un piratage ou un bug. Ensuite, on a parlé d'optimisation, donc encore une fois, multi-part upload, très utile quand vous avez des gros fichiers à mettre sur S3, et la distribution des clés, c'est sûrement le plus important. Dès que vous allez avoir un nombre de transactions par seconde qui commence à devenir assez élevé, pensez vraiment à la façon dont vous distribuez votre charge sur S3 pour qu'on puisse faire une meilleure distribution des clés sur nos serveurs. Et voilà, si vous avez des questions, je serai autour du boost cet après-midi. Donc si vous avez des questions qui sont spécifiques à S3, n'hésitez pas à venir me les poser. Merci.